Bien, mais je vous propose de commencer le grand tour de ce midi. Hypotension, hyponatrémie chez une patiente aux antécédents de maladie de Church-Strauss pour les anciens, hein, donc granulomatose polyangite éosinophilique. Et donc, je vous rassure que le docteur El Filali est là derrière moi, mais c'est moi qui vais commencer. Alors, je vais commencer parce que c'est une de mes patientes que je suis depuis oui, un certain nombre d'années, en 2015. Elle avait 47 ans à l'époque. Et le contexte, les sondes côlon irritables et les migraines de côté, elle a une diathèse allergique avec une éosinophilie significative qui se décline en rhinite allergique pour lequel elle a déjà été désensibilisée, un asthme qui est parfois très important. Elle a dû être hospitalisée au moins une fois dans un contexte de crise sévère, une atteinte cutanée et toute une série de problématiques allergiques, poussière, poils de chat, moisissures, pour lesquelles un bilan avait déjà été réalisé. Donc, ça commence 2 mois avant qu'elle se présente à la consultation, avec la dyspnée, un diagnostic de bronchite. Elle est mise sous clarithromycine et Symbicort sans amélioration. Le diagnostic va se muter en pneumonie 15 jours plus tard et on change d'antibiotique, on met de la Velox. Et cette fois-ci, vu son état dyspnique important, du Medrol 16 mg qui va être réduit à zéro en une petite semaine. Ça l'améliore, sans qu'on puisse dire à ce stade-là si c'était l'antibiotique ou si c'était les corticoïdes, si bien que à l'arrêt de ce traitement-là, ça recommence à ne pas aller bien du tout. Elle est très fatiguée, elle a de la fièvre, des douleurs thoraciques respirodépendantes et sur les dernières 4 semaines, elle a perdu 4 kilos. Et par ailleurs, elle se plaint de douleurs nucales irradiant dans le bras, mais vraisemblablement dans le cadre d'une arthrose cervicale connue. À l'examen physique, il y avait un discret tirage susternal, pas de râle, pas d'éruption. Et on enchaîne assez rapidement, et le pneumologue qui me l'envoie avait enchaîné par un scanner du thorax, et vous voyez un infiltrat périphérique assez important du côté du poumon gauche. Et la biologie révèle une très discrète anémie, mais surtout une hyperéosinophilie à plus de 9000 cellules par microlitre, avec, associé à ça, un syndrome inflammatoire important. 120 de CRP, 85 de sédimentation. On avait refait, je vous remontre les différents éléments de type IgE spécifique dans le cadre de son hyper-IgE lié à son allergie. Et chose intéressante à ce stade-ci déjà, les encas sont négatifs. À noter que lorsqu'on reprend la prise de sang qui avait été faite 2 mois auparavant, au moment où ton problème avait commencé, oui, déjà qu'elle avait 4000 eosinophiles. Et là, c'est quelque chose d'assez récurrent que des patients sont qualifiés de pneumonie et on ne se rend pas compte qu'il y a une hyperéosinophilie importante, alors que, pour rappel, dans une pneumonie infectieuse, les éosinos, ils sont en dessous de 30 et pas à 4000. Bref, ceci me fait conclure, et on ne va pas rentrer dans ce détail-là parce que, comme vous le verrez, ce n'est pas ça l'objet principal du séminaire de ce midi, soit effectivement un Church-Strauss, soit éventuellement une pneumonie à eosinophile, les deux entités étant quand même parfois difficiles à distinguer. D'un point de vue très pratique, il est mieux de les étiqueter EGPA parce que si à un moment donné, on doit donner un anti-L5, c'est remboursé dans le cadre de l'EGPA, mais pas dans le cadre d'une pneumonie éosinophile, alors qu'on peut se retrouver dans une problématique pulmonaire finalement fonctionnellement assez semblable. 48 mg de médrol, elle est très rapidement beaucoup mieux, apyrétique. La dyspnée nettement améliorée, elle sera totalement asymptomatique, d'ailleurs une semaine plus tard, avec une néosinophilie qui est normalisée.
Donc l'évolution, et c'est la phase 2, l'évolution va être très favorable. La dose de médrol est progressivement diminuée jusqu'à finalement peu de choses. Néanmoins, vers le printemps 2017, hein, donc on était en septembre 2015, printemps 2017, l'asthme va moins bien, elle est sous budésonide, l'éosinophilie augmente et en mai, récidive avec à nouveau un infiltrant, un syndrome inflammatoire, un tableau assez semblable au précédent, si ce n'est que l'hyperéosinophilie était moins marquée. On reprend le médrol à 32 mg, de nouveau, très rapidement mieux, dose dégressive, euh, et puis avec un atterrissage assez lent. Donc j'avais gardé quand même un petit peu de médrol un peu au-delà de ce que nécessiterait un Church-Strauss en raison particulièrement de sa problématique allergique générale et le fait qu'elle restait quand même avec des eosinophiles qui stagnaient à 300-400, parce qu'il faut bien dire elle avait déjà avant son Church-Strauss. Et puis on se retrouve là en mars 2020, fin mars 2020, où elle se représente aux urgences avec des malaises mal définis, des tremblements, pas de fièvre. Elle a tendance à être hypotendue, quand même avec des tendances syncopales. Et je reprends ici les éléments qui justifiaient le titre de ce grand tour. Sa natrémie qui était toujours extrêmement stable, en peu de temps, diminue significativement à 132. Bon, pas un niveau qui justifierait en soi une symptomatologie, encore que quand ça descend très rapidement, ça peut néanmoins donner déjà des symptômes. Vous voyez que les éosinophiles restent tout à fait stables autour de 400 et ça depuis plusieurs années. Et le reste du labo, je vous le montre ici. Donc, une natrémie à 132, le reste de l'ionogramme est assez banal. La fonction rénale est normale, il n'y a pas d'altération des tests hépatiques. Et la CRP est tout à fait normale également. Comme ça, tu peux circuler. Ah, j'ai pas compris. Il y a des commentaires ou bien des propositions par rapport à ce qu'on peut faire par rapport à la patiente. Elle est sous combien de médrol là, Oui. quand elle fait son hyponatrémie? Ah, elle n'avait plus de médrol là. Elle n'avait plus de médrol. Non, Oui, bon, c'est la première cause à elle n'avait laquelle plus il de faut médrol. Maintenant, de penser. mémoire, plus ou peut-être 2 milligrammes, quoi. Donc, en Oui, dessous, non, une dose en dessous de la infraphysiologique. dose physiologique. Oui, Oui, ben, c'est la première chose à quoi il faut penser, évidemment, c'est l'insuffisance cortico-surrénalienne. OK. Bien. Mais s'il n'y a pas d'autre hypothèse, je pense qu'effectivement, c'est à ça qu'il faut penser. Et d'ailleurs, parce qu'on me téléphone, j'étais chez moi, on me téléphone des urgences. Pour moi, le diagnostic clinique était là. Et donc, l'ordre était de commencer la substitution avec le l'hydrocortisone. Et puis, on a refait les tests par la suite. Assez curieusement, je n'ai pas retrouvé de tests très proches du mois de mars, mais des tests qui avaient été faits un peu plus tard. Et de fait, vous voyez que ici, j'ai repris toute une série de valeurs de sa cortisolémie, 125, et puis elle va être pendant plusieurs mois, années, on reviendra là-dessus, avec une cortisolémie matinale euh, prélevée dans des bonnes conditions, c'est-à-dire en ne donnant pas de dérivés corticoïdes la veille ni le matin de la prise de sang, de manière à pouvoir évaluer la sécrétion euh, propre des surrénales. Euh, Point on ne reviendra pas sur cela, mais la DHEA est effondrée. Il faut savoir que la 17 liase qui conduit à la fabrication de DHEA au niveau des surrénales est une enzyme extrêmement fragile. Tous les coups qui lui tapent sur la tête, elle s'arrête de fonctionner, que ce soit une infection, une prise de glucocorticoïdes, etc. Donc, ce sont des patients qui se trouvent après une corticothérapie prolongée avec également une DHEA très souvent effondrée, comme dans ce cas-ci. Et donc, vous voyez un petit peu ce qu'on peut, dans une publication d'il y a quelques années, le diagnostic d'insuffisance surrénalienne sur base du cortisol de base. Prenons les millimoles par litre en dessous de 140.
ça témoigne d'une insuffisance avec une spécificité de 100%, mais une sensibilité qui reste quand même assez médiocre puisqu'on loupe quand même 2 patients sur 3. Et c'est là, et on reviendra aussi là-dessus, où il y a la place d'un éventuel test au synactène, si on a une clinique qui y fait penser et que le cortisol basal n'est pas effondré. Et donc, on a une zone d'incertitude, une zone grise qui justifie un test au synactène. On peut se concentrer sur la partie gauche de la DIA, et donc qui est le test classique à 250 microgrammes. Et vous voyez que si on regarde le pic, que ça soit 30, soit 60 minutes, si on a un pic qui atteint 500, eh bien, on peut écarter le diagnostic d'insuffisance surrénalienne avec un rapport de vraisemblance quand même intéressant. Et donc, au final, cette patiente chez qui j'avais fait également un test au synactène, on avait tendance à le faire un peu plus systématiquement. Franchement, on aurait pu s'en passer, mais et on ne va pas donner de détails là-dessus. Il y a certaines études qui indiquent qu'en fonction de la réponse au synactène, on peut avoir un élément prédictif quant à la réponse ultérieure. Bon, à cette époque, je l'avais pratiqué, mais vous voyez qu'on est clairement à la fois en cortisol de base, mais le pic de cortisol après synactène reste tout à fait insuffisant. Alors en fait, tout ceci était le prétexte pour vous parler d'insuffisance surrénalienne secondaire et Moulay va vous présenter un peu les résultats de son mémoire que je lui avais confié il y a maintenant quoi, 2 ans, Moulay? 2 ans. Allez, on t'écoute. Alors, bonjour à tous. Bon, comme professeur Kogan a dit, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter mon mémoire de fin d'études avec lequel j'ai clôturé mon master en médecine. Et c'était effectivement un mémoire qui parlait de l'insuffisance surrénalienne secondaire. Et comme titre, c'était insuffisance surrénalienne secondaire à la prise prolongée de la méthylprénisolone, une étude rétrospective chez des patients atteints de maladies inflammatoires immunomédiées. Donc, comme vous le savez tous, les corticoïdes, c'est des médicaments qu'on utilise depuis très longtemps, depuis le XXe siècle. C'est une molécule qui offre des propriétés anti-inflammatoires, immunosuppressives et aussi anti-allergiques, et qui fait que cette molécule, c'est la base de traitement de beaucoup de maladies auto-immunes ou bien maladies inflammatoires immunomédiées. Et pour un fun fact, l'isolement d'hydrocortisone en 1950 a valu le prix de Nobel de médecine et de physiologie. Bon, quand on parle de corticothérapie, on parle très souvent d'effets secondaires. Il y a deux types d'effets secondaires. Il y a ceux qui apparaissent pendant la corticothérapie, comme le glaucome, l'ostéoporose, le diabète cortisonique, l'atrophie cutanée et la myopathie. Il y a d'autres effets secondaires qui apparaissent à l'arrêt de la corticothérapie. Et, ici, on parle principalement de l'insuffisance surrénalienne secondaire. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Un petit rappel physiopathologique. Donc, comme vous savez, lorsqu'on a un taux élevé de corticoïdes au niveau systémique, on va avoir un feedback négatif. Donc, en fait, un freinage de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. On va avoir une mise en repos de toute la boucle hormonale derrière les surrénales. Donc, on aura une moindre sécrétion de CRH par l'hypothalamus, une moindre sécrétion d'ACTH par l'hypophyse, pour se retrouver au final avec des surrénales qui ne sécrètent pas assez de cortisol. Bon, c'est une pathologie qui altère significativement la qualité de vie parce que ça donne des myalgies, de l'asthénie, de la fatigue, parfois des arthralgies et une symptomatologie digestive. Et parfois, ça peut engager le pronostic vital par une forme aiguë qu'on appelle la crise addisonienne, où il faut faire une intervention médicale urgente. Donc, comme je disais, la sécrétion quotidienne du cortisol par les surrénales, c'est de 20 mg de cortisol, ce qui est équivalent à 4 mg de médrol et 5 mg de prénisolone. Alors, je parle de ces différentes molécules pour vous rappeler que la plupart des études qui ont parlé de l'insuffisance surrénalienne à la prise de la corticothérapie, c'était une corticothérapie à base de prénisolone. Alors que celle qui est due à la méthylprénisolone, on n'a pas vraiment trouvé des cas qui sont rapportés dans la littérature. D'où l'originalité de notre étude. Donc, le premier objectif était d'essayer de préciser quelle est la prévalence de l'insuffisance surrénalienne secondaire à la prise prolongée du médrol chez des patients atteints de maladies auto-immunes et essayer quand même de trouver des facteurs favorisants ou bien des facteurs de risque pour la survenue de cette insuffisance corticotrope. La conception de l'étude était comme suit. Donc, ce sont des patients suivis par professeur Kogan à l'hôpital Delta entre 2018 jusqu'à 2023 pour des maladies inflammatoires immunomédiées. Donc, les critères, c'était des adultes, une maladie auto-immune et une corticothérapie prolongée qui dépasse les 6 mois.
Et donc, on a scindé les patients en deux groupes. Groupe 1, c'est les patients avec une insuffisance surrénalienne. Et le groupe 2, c'est les patients avec une fonction surrénalienne qui est normale. Et donc, on a essayé de comparer entre les deux groupes pour trouver s'il y a éventuellement des facteurs de risque de la survenue de l'insuffisance. Cette comparaison était portée sur plusieurs éléments. D'abord, la dose initiale de Medrol par laquelle ils ont commencé cette corticothérapie. Ensuite, on a regardé le sexe, s'il a un effet ou pas. La maladie sous-jacente pour laquelle ils reçoivent des corticoïdes. Ensuite, le facteur corticothérapie antérieure, c'est-à-dire est-ce qu'il y a le facteur ils ont reçu des corticoïdes dans le passé avant le Medrol, est-ce que ça influence la survenue de l'insuffisance surrénalienne? La durée du traitement, bien sûr, à base du Medrol, et finalement la dose cumulée de méthylprédnisolone avant d'évaluer la fonction surrénalienne. Donc, sur les 102 patients qu'on a essayé de trouver avec des maladies auto-immunes et avec du Medrol, chez qui on a un dosage de cortisol ou bien un testosinactène, on a exclu 56 patients, bon, presque la moitié parce qu'ils ont eu du Medrol pour une courte durée, moins de 6 mois. Il y avait deux patients qui ont avoué une mauvaise compliance au traitement et 30, presque 30 patients, 29 patients qui avaient, il n'y avait pas de précision dans le dossier concernant la corticothérapie. Et donc, en final, on se retrouve alors avec 46 patients étudiés. Donc, comment on a évalué la fonction surrénalienne? Donc, comme professeur Kogan a dit, on se basait sur deux tests, un qui est statique et l'autre dynamique. Donc, d'abord, on commence par le cortisol matinal. Si ce cortisol est inférieur à 140, on peut dire qu'il y a une insuffisance surrénalienne. Supérieur à 420, la fonction surrénalienne est jugée normale. Et si notre cortisol matinal se trouve dans une marge grise entre 140 et 420, à ce moment-là, on fait un test au synactène. Donc, on injecte l'ACTH de synthèse. Ici, généralement, on utilise le test standard de 250 microgrammes et on dose le cortisol 0, 30, 60 minutes après. Et si ce déjà s'avère moins de 420, donc le patient est insuffisant surrénalien. Si c'est plus de 420, c'est une fonction surrénalienne qui est normale. Résultat, alors, sur les 46 patients qu'on a étudiés, on a pu trouver 11 patients avec l'insuffisance surrénalienne. C'est une prévalence de plus ou moins 24%. Donc ici, on a une figure qui résume plus ou moins la majeure partie du travail. Donc au niveau des ordonnées, on a le cortisol qui est exprimé en nanomol par litre avec deux seuils importants. Donc on a le trait qui est en pointillé. En fait, c'est le trait qui représente le seuil pour le cortisol matinal. Et juste en haut, on a le trait plein, le trait simple, ça représente 420 de cortisol qui est le seuil pour le test au synactène. Et donc, les patients ici ils sont représentés avec un code couleur. Donc, on voit que tous les patients en rouge, ce sont des patients diagnostiqués insuffisants surrénaliens en se basant sur le cortisol matinal. Pour tous les autres patients entre les deux traits, donc le petit couloir, tous ils ont eu un test au synactène et on a pu trouver que 4 avec l'insuffisance surrénalienne et les autres patients en bleu, c'est des patients avec une fonction surrénale qui est normale. Et donc, en résumé, 46 patients étudiés, 11 développaient une insuffisance surrénalienne, dont 7 en se basant sur le cortisol matinal et 4 via le test au synactène. Par rapport au sexe, il y avait 46 patients, donc 11 patients insuffisants surrénaliens, dont 3 hommes, ce qui représente 27% de ce groupe, et 8 femmes, ce qui représente 73% du groupe. Mais je vous rappelle que l'étude a commencé avec 35 femmes et 11 hommes, 11 hommes et en résumé, en total, dans les deux petits cercles à la fin, donc 27% de tous les hommes, ils ont développé cette pathologie face à 23% de toutes les femmes. Et donc, selon nos résultats statistiques, on n'a pas pu trouver une relation entre le sexe et la survenue de l'insuffisance surrénalienne, avec un P qui est égal à 1, comme vous voyez. Par rapport à la maladie sous-jacente, on avait vraiment une liste variée de maladies auto-immunes, ou plutôt maladies inflammatoires immunomédiées. Donc, la maladie la plus représentée, c'était le spectre pseudopolyarthrite rhizomélique, maladie de Horton, avec 26%. Les autres vascularites autres que Horton représentaient 22%. Sarcoïdose, c'est 13%. Et finalement, les autres maladies inflammatoires, c'était 39%. Et donc, si on regarde la distribution de l'insuffisance surrénalienne en fonction de la maladie sous-jacente, bah, réellement, on n'a pas trouvé une éventuelle tendance à survenir dans une pathologie bien précise. Par exemple, ici, juste à titre d'exemple, parmi les 12 patients qui souffrent de PPR Horton, on n'a trouvé qu'un seul patient insuffisant surrénalien et aussi un seul patient qui souffre de l'insuffisance surrénalienne, c'est les 6 patients qui souffrent les 6 patients avec la sarcoïdose.
Par rapport aux facteurs de corticothérapie antérieure, donc sur les 46 patients étudiés, on avait plus que la moitié, ils ont eu déjà dans le passé des corticoïdes, donc 60%. Et parmi ces patients, on avait 7 patients insuffisants, ce qui représente 25% des patients avec une corticothérapie antérieure. Face à cela, les patients sans corticothérapie antérieure, on n'a eu que 4. Donc, en résumé, le pourcentage des patients avec une corticothérapie antérieure, ils étaient plus élevés que ceux sans corticothérapie antérieure. Et ce qui est plus intéressant, c'est on a cherché c'était quoi la voie d'administration de cette corticothérapie antérieure. Donc, comme vous le voyez ici, la majeure partie des patients, c'était une administration systémique, c'est-à-dire soit Péros ou IV. Et donc, parmi ces 23 patients, on avait 5 patients insuffisants. Pour les patients avec une corticothérapie inhalée, les 3 patients, on en a 2 insuffisants. Et aucun des patients qui a eu une infiltration intra-articulaire de corticoïdes a développé cette maladie. Et donc, selon les résultats statistiques aussi, on n'a pas trouvé de corrélation entre la présence de corticothérapie antérieure et la survenue de l'insuffisance surrénalienne. Par rapport à la dose initiale par laquelle ils ont débuté leur corticothérapie, comme vous voyez dans ce graphe, c'est clair que la dose moyenne initiale de méthylprédnisolone, elle était nettement élevée chez le groupe 1, donc le groupe des patients insuffisants, versus le groupe avec une fonction surrénalienne normale. Donc, on peut dire qu'il y a quand même une tendance à influencer la survenue de cette pathologie, mais aussi au niveau statistique, on n'a pas pu prouver ça. Non, juste une micro-remarque par rapport à la statistique. Donc, il faut bien dire que quand on dit on aurait eu 5%, ça devient statistique, c'est-à-dire qu'on accepte de se tromper en disant qu'il y a une différence 5 fois sur 100. Par contre, on n'accepte pas de se tromper si c'est 6 fois sur 100. Donc, tout ça reste quand même extrêmement euh, ténu et d'ailleurs critiqué dans une revue dans le Lancet il y a quelques années. L'éditeur Horton s'était posé la question, franchement, est-ce que cette tolérance de 5%, est-ce qu'on peut se permettre de décider que quelque chose existe en se trompant 5 fois sur 100? Et donc, il faisait la comparaison avec les articles en physique des particules, où là, c'est 5 sur 1 milliard, je crois, hein. Donc, ils appelaient ça le 5 sigma, parce que là, ils allaient beaucoup, beaucoup plus loin avant de dire que c'est vrai. Donc, entre 5% et 5 sur 1 milliard ou un petit peu moins. Bon. Donc ici, Quand on même. peut dire tendance, mais probablement ça a quand même un certain sens. Les échantillons sont petits et donc peut-être bien que sur un échantillon plus grand, on aurait vu quelque chose. Par rapport à la durée moyenne, donc ici, bizarrement, les patients avec une bonne fonction surrénalienne avaient une durée de corticothérapie qui est supérieure à ceux avec l'insuffisance surrénalienne, donc 30 mois versus 21 mois. Donc clairement, ce n'était pas significatif. Et par rapport à la dose cumulée, comme vous voyez, c'était plus ou moins quasi similaire aux alentours de 6 000. Donc aussi, il n'y a pas de corrélation, il n'y a pas vraiment un lien de causalité. Et donc, par rapport à la maladie sous-jacente, ici, il y a une revue systématique qui a été publiée en 2021 qui montre que les maladies auto-immunes ou bien les maladies inflammatoires immunomédiées, et qui sont ici représentées par les affections rhumatologiques, ils se trouvent au quatrième rang des pathologies à risque de développer l'insuffisance surrénalienne après une corticothérapie. Bon, selon nos recherches, on n'a pas trouvé une maladie auto-immune spécifique dans laquelle l'insuffisance surrénalienne est très fréquente après des corticoïdes. Par rapport au sexe, donc je vous rappelle qu'on a plus d'hommes qui ont développé l'insuffisance surrénalienne par rapport aux femmes. Alors, ceci ne concorde pas vraiment avec la littérature parce que l'insuffisance surrénalienne secondaire à la corticothérapie, elle touche plus les femmes. Alors, ceci s'explique par plusieurs choses, mais principalement le métabolisme des corticoïdes, y compris le freinage de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, est affecté par le sexe. Donc, dans notre pratique médicale, pour montrer en fait cette influence entre le sexe, les hormones sexuelles avec le métabolisme de corticoïdes, comme a dit le professeur Kogan, on s'assure qu'il n'y a pas une prise récente d'ostroprogestatif avant de doser le cortisol. Par rapport à la dose cumulée à la durée du traitement, donc notre étude n'a pas vraiment trouvé de lien. Et la littérature est quand même controversée. Donc, il y a deux courants de pensée. Alors, il y a certaines études qui soulignent qu'il y a une absence de lien de causalité entre le durée des traitements, la dose cumulée et la survenue de l'insuffisance rénalienne. Et ce sont des indicateurs qu'il ne faut pas vraiment prendre en considération. Mais il y en a d'autres qui suggèrent que
l'augmentation de la dose cumulée augmente significativement le risque de l'insuffisance surrénalienne. En plus, une des études, elle souligne que tout patient qui a développé un Cushing cortico-induit pendant la corticothérapie, et donc une certaine dose cumulée, doit être considéré à la fin comme insuffisant surrénalien jusqu'à preuve du contraire. Une autre revue systématique qui se trouve plus ou moins au milieu des deux courants de pensée. Donc, il souligne la complexité de prédire l'insuffisance surrénalienne sur le plan individuel. Alors, certainement, il y a le facteur dose cumulée et durée de traitement, mais c'est pas tout. Il y a une grande hétérogénéité. Et en fait, cette hétérogénéité et cette complexité s'expliquent par une variabilité interindividuelle dans la sensibilité de l'axe. Donc, ceci peut être dû à l'absorption des corticoïdes, le métabolisme, l'activation des récepteurs et d'autres facteurs. Alors, pour conclure, notre travail a trouvé une prévalence de 24% d'insuffisance surrénalienne chez les gens qui souffrent de maladies auto-immunes sous Medrol. La seule chose qui sort un peu du lot et qui est un peu significatif avec un 0,6, comme le professeur Kogan a dit, c'était la dose initiale qui semble jouer un rôle. La dose cumulée, durée de traitement, pas vraiment des facteurs. Et il n'y a pas vraiment de lien entre la maladie de base ou bien il n'y a pas un risque que la maladie de base influence la survenue d'insuffisance surrénalienne. Et bien sûr, corticothérapie antérieure ou pas, ça ne change pas grand-chose au risque de l'insuffisance surrénalienne. Je ne sais pas si vous avez des commentaires par rapport au travail ou... Oui, on peut peut-être faire un petit tour de questions à ce stade-ci, le cas échéant, ou d'éclaircissement. Oui, Donc, c'est une insuffisance de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien réversible à l'arrêt de la corticothérapie, à l'arrêt du Medrol. Alors, la plupart des patients qui ont développé une insuffisance corticotrope après des corticoïdes, ils récupèrent une fonction surrénalienne normale lorsque l'axe se réveille et la surrénale se réveille aussi. Il y a juste une minorité de patients qui récupèrent jamais. C'est ça. Donc, il n'y a pas de lésion surrénalienne en soi. Non, non, c'est pas une insuffisance surrénalienne primaire. Voilà. Donc, non, il n'y a pas vraiment de lésion. oui, c'est pas structurel, C'est c'est fonctionnel. fonctionnel. Brigitte? Mais il y a des patients qui parfois ne récupèrent pas hein, Oui, après il y a des l'arrêt patients qui des n'arrivent pas vraiment. corticoïdes. Donc, il est important de les mettre quand même sous des doses physiologiques. Il y a des nouveaux guidelines d'ailleurs de mai. Ah, ok, d'accord, ça va. Pourquoi ces patients-là? Pourquoi y a-t-il des patients qui ne récupèrent vraiment jamais? Parce que l'axe central a été tellement supprimé pendant des années qu'il ne redevient pas fonctionnel et qu'il ne récupère pas. C'est la question là. Est-ce que c'est lié à la durée de traitement? Bon, comme je viens de dire, c'est vraiment très complexe de dire est-ce que c'est lié à ça ou ça. Mais les patients qui ne récupèrent pas, c'est des patients qui étaient inhibés pendant très longtemps par des corticoïdes et qui ont des surrénales très, très atrophiques. Donc, c'est ça les gens de patients qui ne récupèrent pas. Mais Oui, oui, oui. Enfin, je pense que on en revient à la remarque précédente. Alors, c'est vrai que indépendamment de la fonction, et donc l'ACTH stimule la sécrétion de glucocorticoïdes, de cortisol, mais il a aussi un effet trophique sur la glande. Et donc, s'il n'y a pas eu pendant de longues années, souvent il faut quand même longtemps, cette stimulation trophique, mais alors il y a une atrophie surrénalienne. Donc, il y a à la fois l'axe qui ne récupère pas au niveau central, mais même s'il récupérerait, ça mettrait du temps ou éventuellement définitivement pas parce que la glande est atrophiée. Chez ces patients-là, on peut documenter une élévation ou une normalisation de la CTH. bah, ça, on va en discuter. Alors, Ça, on va présenter. on reverra un petit peu ce que la CTH peut ou pas nous aider par rapport à ça. Élie, Oui, Oui, bonjour. Regarde peut-être ma remarque sur le chat. je ne sais pas comment. on t'écoute. Ah, mais ma remarque était que ça aurait été intéressant, je pense, dans votre étude, qui est très belle par ailleurs, de regarder la procédure que l'on suit pour interrompre le traitement de corticothérapie. Donc, par exemple, on a proposé de donner la dernière dose que l'on donne un jour, et puis pas le lendemain, et puis de nouveau d'alterner un jour avec, un jour sans, et puis d'alterner plus fort, un jour avec, 2 jours sans, etc., de façon littéralement à essayer de restimuler cet axe qui a été endormi par le traitement exogène. Hmm. Alors, enfin,
ici, je peux te dire que tous les patients que je suis avec ce type d'affection ont une diminution extrêmement lente, allant même jusqu'au milligramme. Et donc, je prends par exemple les Horton, c'est 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et donc, c'est vraiment extrêmement lent. Euh, En ce qui concerne la, la prise un jour sur deux, qui avait été recommandée il y a un certain temps, d'ailleurs, je pense qu'on a un petit peu oublié, pour diminuer les effets secondaires, indépendamment de l'atterrissage, je dirais, de la corticothérapie. Euh, alors, bon, personnellement, voilà. Mes patients n'en ont pas. Et le sevrage à 1 milligramme un jour sur deux, par exemple, ça, on n'a pas pratiqué. Non. Donc, la deuxième partie de cette présentation, on va parler effectivement de dernières recommandations 2024 qui étaient publiées par la Société européenne d'endocrinologie concernant l'insuffisance surrénalienne à la corticothérapie. Alors, c'est un long papier, mais les points essentiels que je vais discuter. Donc, d'abord, l'indication de la décroissance de la corticothérapie. Quand est-ce qu'il faut faire un schéma dégressif ou pas? Deuxième point, le syndrome de sevrage de corticoïdes. Ensuite, on va parler comment on peut arrêter une corticothérapie prolongée. Et le dernier point, le plus intéressant, c'est comment on peut évaluer la fonction surrénalienne après une corticothérapie prolongée. Quelles sont les considérations à prendre en compte lorsqu'on dose le cortisol matinal et quelle est la place des tests dynamiques et surtout le test au synactène après une corticothérapie. Donc, pour la décroissance, alors, comme on a dit, il y a une grande complexité, mais les deux éléments importants à prendre en compte lorsque quelqu'un reçoit des corticoïdes pendant une longue période, c'est de voir d'abord la durée du traitement et la dose de corticothérapie. Donc, selon les recommandations 2024, la règle générale, c'est toute corticothérapie moins de 3 4 semaines. Un schéma dégressif n'est pas du tout nécessaire et il n'est pas recommandé, quelle que soit la dose qu'on a utilisée. Ici, c'est un tableau qui montre en fait la probabilité d'inhibition de l'axe après les corticoïdes. Et on voit très bien que pour une durée moins de 3 semaines, le risque est quasi inexistant. En fait, on parle de la maladie lorsque la corticothérapie se prolonge au-delà de 3 semaines avec des doses qui sont plus ou moins élevées. Le syndrome de sevrage oligocorticoïde, c'est un des effets secondaires qu'on voit très souvent lorsqu'on fait un schéma de décroissance de la corticothérapie. Et c'est important qu'on soit sensibilisé par rapport à cet effet secondaire parce qu'on peut le prévenir, voire parfois le traiter d'une manière transitoire. Donc, par définition, c'est une symptomatologie qui va être semblable à celle de l'insuffisance surrénalienne qui va apparaître pendant la décroissance de la corticothérapie avec des doses qui sont supraphysiologiques, donc supérieures à 5 mg de prédnisone. En pratique, c'est généralement 15 à 20 de prédnisone, ce qui est 15 mg de médrol plus ou moins, voire un peu bas. C'est une symptomatologie qui est pas du tout spécifique. C'est de l'asthénie, de la myalgie, fatigue, malaise. Ça peut même parfois mimer la rechute de la maladie initiale pour laquelle les patients ils ont reçu des corticoïdes. Et donc, c'est surtout les maladies qui ont comme premier plan une symptomatologie qui est musculo-squelettique. Donc, l'exemple typique, c'est la PPR. Donc, pendant le schéma de décroissance, le patient souffre de d'arthralgie. On pense qu'il a rechuté sa maladie. En fait, ça peut être simplement un syndrome de sevrage glucocorticoïde. Parfois, une distinction entre les deux, c'est très, très difficile. Mais en tout cas, c'est une symptomatologie qui va jamais être dangereuse. C'est pénible, mais pas très dangereux comme l'insuffisance surrénalienne. Ils font pas des hypotensions parce que théoriquement, ils ont des corticoïdes supraphysiologiques au niveau systémique. Et donc, selon les recommandations 2024, si on a un patient qui a développé le syndrome de sevrage pendant la décroissance, il faut quand même le considérer insuffisant surrénalien après, jusqu'à preuve du contraire. Et donc, par rapport à l'arrêt de la corticothérapie, il n'existe pas une approche uniforme recommandée pour une décroissance de la corticothérapie. Il n'y a pas de schéma dégressif standard et les schémas posologiques doivent être adaptés individuellement. Donc, classiquement, il y avait deux écoles lorsqu'on on veut arrêter les corticoïdes. Alors, d'abord, la première école, elle dit qu'il faut faire une réduction rapide. Ensuite, on arrive à des doses légèrement supraphysiologiques et on peut faire la décroissance qui est lente jusqu'à l'arrêt des corticothérapies. L'autre école, en fait, elle juge l'arrêt de la corticothérapie en fonction de la fonction surrénalienne. Si la surrénale est bonne, donc on peut arrêter les corticoïdes. Et la littérature n'a pas montré vraiment des différences cliniquement significatives entre les deux approches.
Alors, ce qui est recommandé par la Société européenne d'endocrinologie, c'est quand on fait un schéma de décroissance et on arrive à une dose équivalente à la dose physiologique, donc 4 mg de médrol, on a vraiment deux choix selon l'arbre décisionnel. Donc, le premier, c'est quand on maintient une décroissance lente, ensuite on arrête les corticoïdes et on fait une surveillance rapprochée du patient pour voir s'il y a des signes clinico-biologiques de l'insuffisance surrénalienne. Si on suspecte, à ce moment-là, on dose le cortisol matinal. La deuxième approche, c'est on teste la fonction surrénalienne à la fin de la décroissance après un arrêt de 24 heures de corticoïdes. Et donc ici également, il n'y a pas de supériorité de l'une ou l'autre approche. Peut-être vous rappeler, donc, je trouve que dire 24 heures après l'arrêt, 48 c'est heures pas pour être tout à sûr, fait hein. clair, parce qu'en fait, c'est 48 heures. Donc, il faut pas, en fait, il faut pas prendre ni la veille, ni le matin, Le mais jour- donc ça veut dire qu'on se retrouve à 48 heures de la dernière prise, en ouais. réalité, hein. Alors, comment évaluer la fonction surrénalienne après une corticothérapie prolongée? Selon les recommandations, il faut se fier au cortisol matinal. Donc, le test au synactène n'est pas vraiment très, très recommandé après une corticothérapie. Donc, pour doser le cortisol, il faut prendre en compte quelques éléments. Donc, comme a dit le professeur Kogan, il faut arrêter, bon, 48 heures. La veille, le jour du dosage, il faut pas prendre du médrol. Prendre en considération aussi tout ce qui peut interférer avec le dosage. Donc, tout ce qui modifie les protéines porteuses du cortisol, que ce soit le CBG ou bien l'albumine. Donc, toute situation de stress, inflammation, dénutrition, cirrhose, la prise d'autres préservatifs, il faut faire attention à ça. Et le troisième élément le plus important, c'est le seuil. Donc, c'est le seuil en dessous duquel il faut parler de l'insuffisance surrénalienne. Donc, pour doser le cortisol, au laboratoire, il y a vraiment beaucoup de méthodes. Il y a différents kits de dosage et chaque kit de dosage propose un seuil bien précis. Donc, il faut que le seuil qu'on décide doit être bien adapté au kit parce que anciennement, on avait des kits de dosage une méthode polyclonale et on acceptait jusqu'à 500 nanomol par millilitre. Ici, c'est plus le cas. On a vraiment descendu à 400. Mais il y a même des études qui disent que pour le kit Elixis 2 utilisé à Chirec, il y a des patients chez qui on accepte 350. Et donc, pour évaluer cette fonction surrénalienne, donc si le cortisol matinal est supérieur à 300, on peut arrêter les corticoïdes parce que le patient il a une fonction surrénalienne normale. Si on se retrouve entre 150 et 300, donc à ce moment-là, il faut donner de l'hydrocortisone et doser le cortisol matinal quelques semaines. Et dans certains cas, c'est pas trop recommandé, on peut penser au test au synactène. Alors, si par exemple le cortisol matinal est inférieur à 150, donc le patient il est quand même insuffisant surrénalien. Et donc, ce qui est recommandé, c'est de donner de l'hydrocortisone et voir le patient quelques mois après pour évaluer sa fonction surrénalienne. Donc, ici, les seuils choisis par les recommandations 150 et 300, ce sont des seuils qui sont arbitraires. Et donc, c'est bien dit dans le papier qu'il faut vraiment choisir le seuil en fonction du kit du dosage. Et par la suite, c'est très intéressant de faire un suivi du patient pour voir un peu son cortisol. Et à la fin, il faut considérer comme si c'était un continuum. Donc, d'autant plus que la valeur du cortisol est élevée, on se rapproche plus d'une récupération de l'axe et donc une fonction surrénalienne normale. Donc, en fait, ici, dans les recommandations 2024, c'est de considérer que quand on est dans la zone grise, on les considère comme insuffisants surrénaliens, on leur met une substitution et en se disant, ben, finalement, ça va s'arranger et en recontrôlant après, ben, on va se rendre compte que le cortisol matinal est revenu à la normale. En fait, c'est une stratégie bon, qui a voilà, qui a certainement sa valeur, donc je ne vais pas la contester, c'est une série d'experts qui ont décidé de faire ça et c'est une façon d'épargner un certain nombre de tests au synactène, finalement, en adoptant quelque chose de prudent. Euh, euh, dans certains cas, on maintient la dose éventuellement de De médrol métronome. à la dose qui est la dose substitutive ou de prénisolone, mais c'est critiquable. Pourquoi? Parce qu'on continue à utiliser une molécule dont le potentiel de freinage de l'axe est beaucoup plus important que l'hydrocortisone que l'on va donner. Donc, si on est dans cette perspective-là, c'est quand même mieux de mettre de l'hydrocortisone en se disant que la maladie elle-même n'a plus besoin de la molécule thérapeutique, hein. Parce que toutes ces équivalences, c'est très bien en théorie, en pratique. Vous remettez un patient qui était sous 4 milligrammes, on dit, mais voilà, euh, on va d'emblée faire une substitution pour moi, pas freiner l'axe. La maladie peut éventuellement réapparaître, hein. Donc le potentiel
anti-inflammatoire du médrol et de la prénisolone, en dépit des échelles d'équivalence, est quand même plus important. Oui. Et donc, quelle est la place du test au synactène? Donc, comme vous avez vu, lorsque on est dans une marge grise, bon, selon les recommandations, c'est pas vraiment très intéressant de faire le test au synactène. Il préfère de faire le cortisol ou bien de voir le patient quelques semaines après. Donc ici, j'ai pris un petit paragraphe que j'ai trouvé dans un livre de CN des Français d'endocrinologie qui explique bien la situation et pourquoi on fait pas, c'est pas très recommandé de faire le test au synactène. Donc lors d'une insuffisance corticotrope, la surrénale longtemps mise au repos peut rester inerte pendant un certain temps et ne plus fabriquer de cortisol, même si la sécrétion d'acétage est restaurée, un peu comme nous après de longues vacances. Cela se traduit par une absence de réactivité de la surrénale au test au synactène, bien que la lésion ne soit pas initialement d'origine surrénalienne. Et donc, ici, c'est une courbe qui explique un peu mieux. Donc, ici, par exemple, on a un scénario de quelqu'un qui a arrêté les corticoïdes et qu'il a récupéré une fonction surrénalienne par la suite. Donc, le premier trait noir, c'est le moment où on a arrêté les corticoïdes. On voit bien qu'en fait, dans la courbe, il y a d'abord une récupération de la CTH, donc l'axe qui se réveille, mais avec un cortisol qui n'arrive pas encore aux valeurs de référence. Et c'est juste par la suite que le patient récupère sa fonction surrénalienne. Et donc, on aura des variations nictémérales physiologique du cortisol avec la CTH. Et donc, si jamais après la corticothérapie, on fait le test au synactène au moment où on a la CTH élevée et le cortisol bas, ça ne sert pas vraiment à grand-chose parce qu'on a déjà une surrénale qui est bien stimulée avec la CTH et ça n'a pas répondu. Donc, pourquoi faire un test au... J'ai peut-être juste terminé parce que vous demandez sans doute qu'est-ce qui est arrivé à ma patiente. Donc vous avez en noir la CTH et en rouge le cortisol. Et alors, ici, ce sont des vrais points. Donc, ce n'est pas les courbes qu'on vous a montrées qui étaient plus quelque chose de joli pour expliquer le concept. Mais vous voyez que les deux courbes, la vraie et celle qu'on vous a montrée, quand même, sont assez semblables. Et vous voyez qu'effectivement, ça se réveille en centrale d'abord, alors que les surrénales font encore un peu dodo. Et donc, que quelque part, l'augmentation de la CTH est un bon indice que ça commence à se réveiller. Euh, L'autre point que je trouvais assez intéressant dans ce cas quand même assez typique, c'est que vous voyez que la CTH, pendant un certain temps, va au-delà de la normale. Donc, il y a comme une sorte d'overshoot, de libération de l'axe hypothalamo-hypophysaire, et même sur la valeur du cortisol, pareil. Donc, on passe de façon, il faut bien dire, assez transitoire par une phase qui semble être, enfin ça devrait être confirmé par d'autres patients, qui semble être un excès suite à la libération de la fonction à la fois au niveau hypophysaire et au niveau des surrénales. Et puis après, on se retrouve dans des valeurs qui sont normales. Donc ici, dans la première zone grisée, je vous ai mis la durée de la substitution en hydrocortisone. 25 mg, c'est probablement trop pour beaucoup de personnes. Comme je vous l'ai dit au départ, j'avais préféré prendre cette dose-là pour des circonstances plus cliniques et pas strictement liées à l'insuffisance surrénalienne. Généralement, 20 mg est suffisant. Et ce que l'on préfère, c'est en en trois prises plutôt que deux prises pour essayer de correspondre mieux à la physiologie. Euh, il est clair qu'idéalement, on pourrait faire beaucoup mieux, hein. Donc, on pourrait imaginer une gélule avec plusieurs composants de libération prolongée qui permettrait de mimer le plus parfaitement, etc. Mais les firmes pharmaceutiques n'ont pas intérêt à faire ça pour des molécules qui sont si peu coûteuses, etc. Pardon. Ça existe, hein. Il y a une préparation qui existe, hein, et qui a un relargage un peu plus rapide et puis plus lent. Le problème, c'est que ça coûte très cher. Ouais. Et donc, voilà, il n'y a pas de repaiement pour ce produit. Exact. Merci Brigitte. Alors, ensuite, vous voyez que elle a fait une deuxième récidive en 2022. Et donc là, je suis repassé au Medrol, mais pendant une période finalement assez courte. Et on voit que ce traitement-là, quand même de quelques mois, n'a pas influencé
la suite de la récupération de sa fonction surrénalienne. Donc, elle n'a pas fait une récidive d'insuffisance surrénalienne, et ceci est un élément quand même intéressant qui peut militer sur l'importance de la durée de la freination de l'axe chez cette patiente. Alors, maintenant, et on sort un peu du sujet. Euh, Dès qu'elle a ces eosinophiles qui montent, elle s'effraie un peu. Et ce qu'elle veut surtout pas, c'est de reprendre du médrol. Mais donc, à l'issue de la deuxième récidive, j'ai pu obtenir, dans le cas d'une récidive de DGPA, du Nucala, donc un anti-L5, et elle est maintenant sous Nucala à dose très itérative. Et alors, c'est assez intéressant parce qu'à un moment donné, elle est montée à 1500. Cliniquement, elle était impeccable, mais elle monte à 1500, 1600 éosinophiles. Et donc, la question est, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Donc, je lui ai donné une dose de Nucala. Donc 100 mg. Dans le sucre, c'est 300 mg qu'on donne. 100 mg, la dose de l'asthme. Elle a chuté ses éosinaux qui sont restés plats, mais pendant des mois. Et puis, ça remontait à 700, donc au-delà de ces 300-400 habituels. Je lui ai remis une dose. Et comme ça, je lui remets une dose de temps en temps. Florence Roufos me disait qu'elle a un patient comme ça qui ne mesure même pas. Il sent quand ça va moins bien, il ne mesure même pas ses eosinaux et puis il se fait une injection éventuellement 3 fois par an qui maintient la situation correcte. Donc c'est vraiment, l'anti-L5 est vraiment dans toutes ces pathologies-là très utile, en particulier quant à l'épargne corticoïde. Voilà, il y a la place pour quelques questions éventuellement. Est-ce que vous avez regardé l'aspect cochénoïde des patients? Parce que, bon, on a l'impression qu'il y a des patients qui sont beaucoup plus sensibles aux corticoïdes et qui développent un syndrome de Cushing incroyable et qui ont plus de chances de faire une insuffisance après l'arrêt des glucocorticoïdes. Alors, au départ, on voulait faire ça, professeur Kogan, si vous vous rappelez. Oui. On voulait faire une échelle par rapport au signe d'un Cushing cortico-induit, mais c'était quand même un peu difficile de coller. Dans une étude rétrospective, je pense que c'est pas possible. On a pensé à ça. Mais l'idée de refaire quelque chose de prospectif et de plus ambitieux, qui serait non seulement, comme tu dis, d'avoir une grille de lecture de toutes les manifestations de Cushing, mais aussi des dosages de méthylprénisolone. Parce que, bon, en fait, ça peut jouer, comme tu le dis, au niveau des récepteurs, très probablement, mais l'absorption peut être différente également. Et même en adaptant par kilo de poids, on ne sait pas comment il les absorbe, on ne sait pas quel est le métabolisme de la méthylprénisolone chez une personne ou une autre. Et donc, ce qui serait intéressant de faire, parallèlement aux manifestations effets secondaires, qu'on peut élargir d'ailleurs, hein, pour faire des DEXA pour voir quel est l'effet sur l'os, un peu de cutané avec un dermoscope pour voir l'épaisseur et l'atrophie cutanée, mais également des dosages biologiques. Ce qui manque quand même par rapport à d'autres hormones, que je pense à la thyroïde ou à l'insuline, c'est l'effet sur les récepteurs. Et donc, on n'a pas ce rapport entre la dose et l'effet. Alors, on peut doser les... Oui, indirectement, cliniquement, le Cushing. Alors, il y a des tests, mais qui sont pas courants, qui permettent de voir l'interaction entre... Je pense que c'était sur des lymphocytes où on peut voir l'effet au niveau du récepteur au glucocorticoïde. Ah, il est toujours dans le Est-ce que chat. je peux, je ne sais pas comment, est-ce que je peux poser une question? Oui, bien sûr. Enfin, deux questions. Bon, la première question, c'est pourquoi le Nucala et pas le Fasenra? Est-ce que les résultats sont meilleurs? Oui. Est-ce que les Euh, voilà? la réponse à la première question est facile parce qu'au moment, comme tu sais, le Nucala dans le SURC, le remboursement a été obtenu déjà depuis pas mal de Ouais, temps, tandis que le Fasenra, c'est c'est tout plus frais. récent. Et donc, voilà. Mais je suis d'accord avec toi à la fois sur la puissance de l'effet qui est peut-être plus profond au Avec niveau le Fasenra. physiopathologique, parce qu'on va jouer effectivement sur le récepteur, et qui dure plus longtemps. Donc, le Fasenra est probablement mieux de ce point de vue-là. Il faut savoir qu'il y a des études en cours maintenant, comme tu le sais, sur une forme prolongée de Nucala qui pourrait durer Ouais, 6 six mois. mois. Et donc, ça, c'est en cours. Oui.
D'accord. Et la deuxième remarque, ou simplement question, pour pouvoir évaluer finalement la sensibilité aux corticoïdes d'un patient, est-ce que ça a un sens d'utiliser ce qu'on appelait il y a très longtemps le test de blanchiment de la peau? C'est en tout cas ce qui a été utilisé pour comparer les caractères, on va dire, anti-inflammatoires des corticoïdes. On a utilisé ce test. Donc, est-ce que ça aurait un intérêt finalement de faire un test de Écoute, j'avais pas blanchiment trop de patients africains dans ma série, mais déjà le test On ne l'utilise fonctionnerait pas chez les... bien dans ces conditions-là. Il n'y a pas que Brigitte, l'africain, hein, tu dans as, les... une idée de ça? Enfin, j'ai vu beaucoup de patients avec une peau noire qui l'employaient pour blanchir Ouais, la peau, mais je pense pas que la sensibilité, la spécificité est connue pour ce test en ce qui concerne la sensibilité au glucocorticoïdes. ok. Ok, merci, merci Olivier. Est-ce qu'on a suivi l'anatrémie chez les patients qui développaient l'insuffisance surrénalienne sous corticoïdes par rapport aux autres? Est-ce que ça aurait pu être un signe prédictif? Oui, ça pourrait effectivement être intéressant. Je ne sais pas si on avait regardé On- l'anatrémie. Tu avais regardé l'anatrémie? Oui, oui, en fait. Ouais. Ouais, au départ, on voulait plus ou moins collectionner tous les critères biologiques, savoir l'eosinophilie, On va suivre l'anatrémie, l'anatrémie, la suivre glycémie, la mais enfin, glycémie. bon. Ouais. Mais finalement, il n'y a On rien n'a qui est pas retrouvé ça ressorti, dans donc on n'a pas. Oui, parce qu'en plus, ici, la voie de l'aldo n'est pas touchée, donc il y a moins d'hyponatrémie que dans l'insuffisance primaire. Mais enfin, ici, comme ici, voilà, bon, c'est un cas exemplatif. Et c'est sur cette base-là qu'on a pensé regarder sur la série, mais il n'y a rien qui est ressorti. OK, eh bien, merci beaucoup et à la semaine prochaine.